Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très bon week-end. Alors on va faire un petit update au niveau des marchés US. Je vais faire comme d'habitude, on va passer au niveau du S&P 500, donc je suis sur les futurs ES. Alors donc par rapport à la semaine dernière, mon avis n'a pas forcément changé. Comme je disais, on est toujours dans la tendance baissière. Et donc là on a replié lorsqu'on a touché la médiane centrale ici. Donc pour moi, il n'y a pas forcément encore d'éléments, parce que la question qu'il faut se poser, c'est quels sont les éléments qui peuvent faire en sorte à ce qu'on ait une accélération de croissance. Alors, il y en a qui disent, ok, on a peut-être fait les pics d'inflation par exemple. Alors si on va sur les taux, alors on peut regarder par exemple au niveau des taux US. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que justement, les taux en fait sont affectés par trois choses. Donc généralement l'inflation, généralement la croissance, ou tout simplement l'offre et la demande. Alors beaucoup se disent ah ben tiens les taux baissent donc le taux d'inflation baisse et donc du coup on est correct, les marchés vont remonter et ça va être bien. Sauf que lorsque les taux baissent, ça peut être dû dans le pivot actuel à tout simplement une baisse de croissance. Donc là peut-être qu'on est enfin en train d'aller pricer le ralentissement de croissance comme j'avais indiqué dans les posts précédents en parlant du PMI ou des leading indicators. Donc là oui les taux d'intérêt montés à cause de la pression inflationniste, mais lorsque les taux d'intérêt commencent à baisser, on price généralement ce qu'on appelle un ralentissement de croissance. Donc d'ailleurs, on peut le constater, par exemple dans le passé, si je reviens, par exemple, vous voyez, en 2019, les taux ont fait que baisser. Et là, on était vraiment dans un ralentissement de croissance important. Et donc, voilà, la chute, elle est arrivée après. Donc, c'est pas parce que les taux ont baissé qu'il n'y a pas eu de chute lors du Covid. Et il en est de même, par exemple, en 2008. Donc, si on revient dans le passé, alors bon, je vais peut-être changer de graphique, ça sera mieux. Voilà. Si on revient dans le passé, en 2008, on peut constater qu'en 2007, les taux commençaient ici à baisser de manière assez importante. Et là, on se dit, ok, les taux baissent, tout va bien. Finalement, non, c'est juste parce que là, on est en train de pricer un ralentissement de la croissance qui a commencé en 2007. Et donc, après, il y a eu la grande chute qui a contribué au niveau des marchés equity. Donc voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est pas parce que les taux baissent que c'est bon, c'est correct, les marchés financiers vont remonter. Non, ça peut être dû aussi au fait qu'on... donc peut-être que c'est le pic inflation et que maintenant, on price le ralentissement de croissance, ou ça se peut que ça ne soit pas forcément le pic inflationniste, parce qu'une inflation, c'est pas une tendance inflationniste, c'est pas forcément linéaire tout le temps. Si vous revenez dans les années par exemple 70, il y a des replis, c'est pas linéaire, donc ça fait comme ça remonte, ça replie, ça remonte, ça replie. Voilà, c'est une tendance, n'est pas forcément linéaire. Donc là, je voulais parler au niveau des earnings. Donc les earnings, ce sont les résultats financiers des entreprises. Donc là, actuellement, c'est la courbe des earnings, donc des résultats. Là, on peut voir qu'on a un excès. D'accord. On peut voir qu'en orange, c'est la courbe de la tendance moyenne, et en bleu, c'est la courbe d'excès vers le haut, et en bleu clair, la courbe d'excès vers le bas. Donc c'est vrai qu'en 2008, par exemple, il y avait un énorme excès vers le bas, ce qui était des belles occasions pour les années à venir. Là, on voit qu'on est dans le sens contraire, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans un gros excès au-dessus de la ligne bleue. Et là, vous voyez comme en 2000 ou comme en 2007-2008. Donc, pour l'instant, le marché, il a corrigé une surévaluation, mais il n'a pas corrigé l'impact de tout ce qui se passe sur les résultats des entreprises. Et quand ça va corriger, bien évidemment, ça demande un peu plus de correction sur les indices. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse par rapport à ça. D'ailleurs, on peut le constater ici. Vous voyez, là, ils estiment qu'il peut avoir une croissance de 20% sur la performance des earnings, donc des résultats. Personnellement, j'y crois pas du tout, sachant que nous sommes vraiment proches de zéro au niveau des indicateurs comme le PMI, les indicateurs leaders économiques. On est vraiment en fort ralentissement. Donc avoir une croissance de 20% sur les résultats, c'est un petit peu niaiseux, on va dire ça comme ça. Sachant qu'en plus, 20% qu'on ajoute à vraiment une performance actuelle, c'est quand même beaucoup. Donc là,
probablement il y a une correction à faire au niveau des résultats, un impact qui n'a pas été encore fourni. Parce qu'on peut voir par rapport à l'excès, ce sont des excès, et les excès, c'est généralement ça retrace. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Alors l'autre chose aussi qui est intéressant de voir, c'est que justement, je vais juste montrer, on peut voir au niveau du taux de chômage. Alors au niveau du taux de chômage, alors attendez, c'était par ici. Ça, c'était Samantha qui avait posté ça. Je trouvais ça très intéressant. Elle avait posté donc au mois de mars que le taux de chômage, en fait, c'est léger, il faut zoomer, mais qu'on avait comme la courbe qui commençait un petit peu à passer au-dessus de la moyenne mobile. Donc ça demande, oui, la courbe du chômage est encore très très basse sur le plancher, mais là on peut constater qu'il y avait quand même un petit pop-up au-dessus de la moyenne en rose ici. Et ça, généralement, ça précède des récessions en quelque sorte conjoncturelles, structurelles, pardon. Et donc, là, il y a un potentiel justement de correction structurelle au niveau de l'économie en général quand on voit ça. Puisque dans le passé, on peut constater, par exemple, si on met l'emploi, unemployment, donc le taux de chômage, de non-emploi. Donc là, on peut constater, par exemple, si on revient dans les années précédentes, vous voyez ici, hop, je vais mettre une ligne verticale, vous voyez ici entre, donc on va en remettre une ici, hop, entre donc mars 2007 et janvier 2008, donc avant la grosse chute et puis vraiment la faillite de Lehman Brothers, on avait le taux de chômage qui commençait à remonter. Il en était de même, par exemple, entre 2000 et 2001. Donc les marchés ont corrigé pendant 3 ans en 2001. On voyait qu'il y avait un petit début, une petite augmentation ici donc du taux de chômage qui commençait à être assez important. Et donc là aussi, et donc là ça ne se voit pas encore ici parce que là la courbe on est au plancher, mais on peut constater lorsqu'on zoome avec de meilleurs outils, j'ai pas d'outils essentiels, mais lorsqu'on zoome avec les meilleurs outils, on voit qu'il y a un petit lifting depuis le mois de mars qui a aussi un impact. Donc voilà, donc on peut voir que c'est un peu plus structurel à ce niveau. Et au niveau des résultats, donc au niveau des earnings, je vais juste revoir un petit détail. Là, par exemple, les earnings au niveau le price earning, donc le prix par rapport aux résultats sur le Nasdaq, était environ de 30. Vous avez celui-ci sur la gauche, 30. Donc on a corrigé puisque c'est un excès, on est d'accord. Donc là, on est aux environs de 20. Voilà. Sauf qu'avec des taux d'intérêt aux alentours quand même qui sont encore élevés, qui étaient aux alentours de 3%, généralement on devrait avoir encore un 15% de moins sur le Nasdaq et avoir un price earning, donc un PI de 17. Et si vraiment on devait rentrer comme par exemple avec un taux même en 2012, le price earning était même aux alentours de 13. Donc vous voyez, il y a quand même encore, même si on dit qu'il y a des possibilités qu'actuellement il y a beaucoup de compagnies qui sont cheap, donc pas chères, comme j'expliquais dans mon ancienne vidéo, ça peut continuer de baisser, puisque le price earning, on n'a même pas encore corrigé les résultats financiers, comme je disais, au niveau du pic des résultats, comme je montais dans le graphique précédent. Donc, il y a même encore un potentiel d'aller à 17, donc de corriger encore de 15%, et vraiment 35% plus bas, vraiment si on va sur un 13. Bon, là, on va dans les excès, on va y aller chose après chose, mais bon, voilà, ça veut dire qu'il y a encore du potentiel de pouvoir corriger. Autre chose qu'il faut noter, c'est au niveau, c'est ce que j'avais posté hier sur mon Twitter. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ici. Voilà. Ça, c'est le cycle, c'est les comportements des principaux actifs financiers en fonction du cycle. Donc, généralement, en fin de cycle, on a la vente des matières premières et l'achat des obligations. Donc là, par exemple, si vous voyez, je vais mettre le ratio DBC TLT, donc c'est le ratio des matières premières sur les obligations. Et donc, je vais mettre des bougies, c'est plus simple. Hop, voilà, que je vais au niveau du mensuel. On commence à avoir une belle correction ici, enfin, une correction assez importante voilà. Donc pour moi, on a changé une tendance, à terme, l'inflation va rester pour moi, elle va rester pas forcément à 8%, mais elle va peut-être baisser et remonter encore de plus belle. Pour moi, il y a une tendance inflationniste. Mais là, on peut voir qu'on a enfin un petit retracement
au niveau qui peut ressembler à ce phénomène-là, c'est-à-dire vente de matières premières en général, des commodités et achat des obligations. Donc là, ça se traduit un petit peu vers la fin du cycle. C'est la dernière étape qui se passe. C'est celle des ventes des matières premières et les achats des obligations. Donc, vous voyez ici la fin du cycle qui a commencé en 2018. Ça a été long, hein. Pas forcément, ça se fait pas forcément en 2 jours, mais vous voyez la fin du cycle, elle était là, jusqu'à la chute du Covid. Et là, on voit bien qu'on a clôturé quand même un mois très fragile et que donc les matières premières, DBC, sous-performent sur le mois de juin les obligations. Donc si on va voir DBC individuellement, vous voyez, ici on voit bien cette correction. Si on va au daily aussi, on voit bien la correction, un retracement tout à fait un petit peu logique par rapport aux excès. Et il en est de même pour les obligations, un excès, une correction tout à fait logique par rapport aux excès actuels. Donc voilà, donc là on sent un petit changement au niveau du mensuel, comme on peut constater. Et même si on va sur le ratio du S&P 500 par rapport aux obligations, donc les obligations par rapport à l'equity, on voit qu'on a eu une fausse cassure ici du canal, et que là, par exemple, si on passe en dessous de ce canal ici, là, on est vraiment en train de passer dans pricer le ralentissement de l'économie, puisque les obligations superformeraient le S&P 500. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Donc au niveau du Bitcoin, mon avis n'a pas changé, potentiel d'aller retracer vers les 13-14 000, étant donné que pour moi, au niveau des marchés, en général, ce n'est pas fini. Le Bitcoin sera automatiquement, pratiquement, on va dire, touché par ce qui se passe sur les marchés, puisque le Bitcoin est quand même aussi très dépendant de tout ce qui est source de liquidité. On ne va pas se mentir. Quand on regarde ce graphique ici, on voit bien que l'offre de monnaie, la croissance de l'offre de monnaie a quand même une corrélation très, très positive avec la variation du Bitcoin, comme on peut constater ici. Donc là, actuellement, on est en contraction de cette masse monétaire depuis quelques temps, et la contraction sur le Bitcoin aussi a suivi. Et la contraction, pour moi, va continuer puisqu'on est toujours en politique restrictive sur les marchés, et donc la contraction va continuer jusqu'à temps qu'il y a la Fed qui dit quelque chose. Donc pour l'instant, elle dit rien, donc elle continue. Et le Bitcoin, il en est de même, il a corrigé par le même moment. Donc pour moi, on va aller potentiellement encore corriger un petit peu plus bas, étant donné que ça suit encore les marchés les marchés généraux. Puis le Bitcoin est très institutionnalisé, hein. Il y a des ETF, des futurs, des options. Donc voilà, et maintenant c'est quand même assez institutionnalisé. Excusez-moi, je vais y arriver. Donc voilà, donc c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce. Et puis nous, on se retrouve donc une prochaine fois.